tous, bienvenue dans le POC Talk numéro 16. Voilà, nous sommes le jeudi 11 juin. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, pas mal de choses à parler, pas mal de sujets, pas mal de sorties assez importantes qui se sont passées dans le monde de la tech et surtout de l'IA. On va un peu se centrer sur l'IA dans cette édition, ça fait longtemps. On a beaucoup parlé failles de sécurité, etc. Mais voilà, là on se ressent un peu sur l'IA, surtout avec la grosse sortie de Fable 5. Mais bon, je vais laisser Laurent introduire ces sujets. Oui, alors moi du coup je vais commencer à vous parler d'Anthropic qui est parti vraiment dans une folie ces 2 dernières semaines. Il y a vraiment beaucoup de choses à unpack. Je vais partir dans un ordre un peu chronologique parce que du coup on a raté la dernière édition et il s'était déjà passé des choses et là il s'est passé des choses par-dessus qu'on peut vraiment comprendre seulement si on a le contexte des 2 semaines entières. Et ensuite je vais vous parler d'un petit truc assez rigolo qui s'est passé chez Instagram plutôt méta sur tout ce qui est leur système de login la semaine dernière. Milo. Ok, et puis ensuite, moi je vais parler du coup voilà de la dernière conférence Apple. Ça a fait beaucoup de bruit, c'était avant-hier, je crois, qui parlait de l'annonce d'iOS 27, pardon. Voilà, je vais dire un peu les nouveautés et surtout on va parler de l'IA qu'ils ont implémenté dedans. Et ensuite, je vais parler de la prochaine étape des data centers, qui est surtout voilà, des data centers qui seront pas sur Terre. Voilà, on va parler de ça. Et puis voilà, encore une fois, si jamais vous avez loupé les dernières éditions, voilà, n'hésitez pas, on est disponible partout, en podcast ou sur YouTube. Euh, voilà, vous pouvez revoir tous les épisodes si vous avez loupé une partie et que vous voulez rattraper. Voilà, on est dispo partout, Apple Podcast, Spotify. Puis Laurent, tu peux commencer. Et ben on est parti. Alors du coup moi je vais commencer comme j'ai dit de manière chronologique avec la sortie du 28 mai qui était du coup Cloud Opus 4.8, le dernier modèle state of the art à ce moment-là du coup de la lignée Opus. Et avec ça en réalité j'avais trouvé que ce jour-là c'était pas vraiment le highlight de la journée Opus 4.8, mais en fait pour moi il y avait plein de choses autour de cette release qui étaient plus intéressantes que le modèle en lui-même. Parce que bon, globalement, quand on regarde les performances du modèle qui a été sorti, certes, c'est une assez grande amélioration sur certains points de vue, mais c'est quand même assez négligeable d'un point de vue, enfin, de manière générale. Euh, j'ai un peu cette impression que quand on arrive sur des modèles frontiers de cette manière-là, c'est plus vraiment très important quel modèle on utilise. En fait, ça dépend plus de comment est-ce qu'on l'utilise et de est-ce que c'est approprié pour, mais au final l'intelligence du modèle devient en fait c'est plus le bottleneck, mais bon à part ça c'était quand même assez important d'un certain point de vue parce que c'était un peu ils se sont Anthropic Anthropic a vraiment voulu promouvoir pour Opus 4.8 l'honnêteté du modèle. Et ça, c'est un truc qui est assez important parce que globalement, c'est la capacité du modèle de pouvoir déterminer quand est-ce qu'il est en train de te bullshit ou quand est-ce qu'il est en train de te dire la vérité. Et généralement, du coup, c'est ce qu'on appelle un peu les hallucinations quand il va vraiment te dire un truc alors qu'en fait, il en a aucune idée, c'est juste, il est en train de littéralement juste prédire de manière random. Mais du coup, ils ont évalué que c'était le modèle le plus honnête qu'ils avaient fait jusque-là. Ils avaient fait des benchmarks. Bon, les benchmarks qu'ils avaient fait, c'était un peu chelou parce que je crois que je les ai quelque part. On va y repasser dessus dans un instant, mais je sais pas exactement où. Il disait que 4.7 Opus, il était à 2,4 d'honnêteté et 4.8, il était full honnête à 100%. Enfin bref. Mais du coup, ils ont sorti plein de choses ce même jour, notamment les workflows dynamiques, qui est en fait une manière de prompter Claude vraiment assez différente. En fait, tu agis plus comme un product manager qui va décrire une tâche assez large dans une code base. Et il va y avoir un agent qui va d'abord venir analyser la code base et voir ce qui doit être fait. Et ensuite, il va lancer plein de sub-agents qui vont du coup faire des tâches en parallèle sur différentes parties de ce qui doit être fait. Et ensuite, il va lancer des agents aussi pour tester les changements. Et ensuite, enfin, c'est tout un, il va faire toute une architecture d'agents pour effectuer la tâche. Et bon, c'est assez intéressant parce que du coup, il y avait pas mal de migrations qui ont été faites dans de gros projets open source récemment qui utilisaient un petit peu ce même principe, notamment Zig.
Euh, ouais, enfin, ils avaient fait, ouais, je crois que c'est Zig, ils avaient fait un grand port de migration de leur compilateur et ils avaient fait ça avec du coup des workflows dynamiques. Bon, ça n'existait pas à ce moment-là, mais c'était un truc qui ressemblait fortement, pardon. Et bah, du coup, c'est une manière totalement différente de travailler avec les agents. Mais par contre, bah, du coup, vous pouvez imaginer que ça coûte extrêmement cher parce que, bah, du coup, ne serait-ce qu'avoir un agent qui tourne sur Opus 4.8, ça peut déjà être cher. Alors quand on en a 4 qui tournent en même temps, les limites et les tokens partent très très vite. Surtout que du coup, il y a pas mal de contextes qui se dupliquent et des fois, ils se tapent un petit peu les pieds. Il y a eu pas mal de retours aussi avec cette sortie de modèle qu'il faisait un peu n'importe quoi aussi, avec pas mal de tool call assez random, ou alors des edits de fichiers qui... euh, ouais, j'ai plus l'autre screen. Des edits de fichiers qui... Enfin, du coup, il y avait un agent qui essayait d'éditer un fichier, un autre agent qui essayait d'éditer le même fichier en même temps, mais du coup, il y avait des conflits, enfin bref. C'est un peu un joli bordel. Mais du coup, qu'est-ce qu'il était capable de faire ce modèle? Bah, globalement, plus ou moins la même chose. Mais là, en fait, la partie la plus intéressante, ça va être aussi sur les prix. Le prix du modèle en lui-même n'a pas changé, c'est toujours 5 dollars pour million de tokens entrée et 25 dollars par million de tokens output comme 4.7. Par contre, il y a un mode qui s'appelle le fast mode qui permet de juste récupérer des requêtes plus rapidement, qui avant était 5 fois plus cher que le mode normal, donc c'est-à-dire 25 dollars par million de tokens entrée et 125 par million de tokens output. Bah, cette fois-ci, en fait, ils l'ont réduit à 10 dollars par million de tokens entrée. En fait, ils l'ont fait en x2 à la place de x5. Donc ça fait une assez grosse différence, surtout que on parle d'un modèle qui est quand même assez cher de base, donc ça fait une grosse différence au long terme. Euh, mais du coup, voilà, ça c'est un peu l'highlight de ça. Sauf, ils ont un slide dans cette release, dans une phrase, et la dernière de ce blog post, selon moi, la phrase la plus importante de cette journée-là, qui était: Nous faisons du progrès dans le développement des safeguards pour Mythos et pour que ce soit utilisé par tous les clients. Et donc là, euh, je vais y venir après, mais du coup, entre-temps, Mythos a été release. Et ça, c'était une semaine avant qu'il soit release pour de vrai, du coup. Donc, pendant la release de 4.8, ils ont dit: on est plus ou moins prêt à release Mythos. Et donc là, si on met ça dans le contexte des choses, ça fait environ un mois qu'on nous avait dit que Mythos existait et que Anthropic avait fait tout ce marketing en disant que bah, en fait Mythos était trop dangereux pour release et que c'était pas possible de le donner au grand public parce que c'était vraiment trop dangereux pour l'humanité, la sécurité des infrastructures nationales et tout ça. Et qu'ils avaient fait le fameux projet Glasswing pour du coup donner accès en avant-première au modèle Mythos sans restriction pour que les gens puissent, pour que les projets à importance majeure puissent se protéger en avance. Euh, donc tout ça, ça vient un mois après, et là, bah, du coup, alors, ils ont décidé que c'était plus nécessaire de cacher Mythos et que ils étaient en train de le mettre à tout le monde, enfin le donner à tout le monde. Alors, il y a quand même un truc qui était important avec 4.8 qui est relativement notable, c'est le coût du modèle. Comme je vous ai dit, c'est le même en termes de prix token, mais il y a eu pas mal de benchmarks qui disent que 4.8 utilisait beaucoup moins de tokens de manière générale que l'ancien modèle 4.7. Donc en réalité, il était beaucoup moins cher à une hauteur de environ 30%, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et du coup, ça fait pas mal d'économies en long terme, surtout si vous avez des grosses tâches qui prennent pas mal de temps à s'exécuter. Ça peut être vraiment une grande amélioration. Et aussi, un autre point, pardon, d'amélioration qu'ils ont fait, c'était sur la laziness, donc c'est-à-dire l'envie du modèle de travailler et au lieu de te donner une réponse qui était soit incomplète ou infinie,
Et du coup, bah, supposément, encore dans un benchmark qui est vraiment très objectif avec des nombres qui veulent vraiment dire quelque chose sur une échelle de 0 à 1, faite par quelqu'un de très respectable sûrement, que Opus n'avait aucun trait de laziness comparé au modèle précédent. Mais du coup, voilà. Faut quand même retenir que le plus important à ce moment-là, c'était l'arrivée prochaine de Mythos et les fameux workflows qu'ils ont implémentés. Mais maintenant, un petit peu après, ils ont écrit un article qui disait bah, on arrive à une étape en fait assez importante qui est l'amélioration récursive des modèles autonomes. Et c'est-à-dire que en fait, on arrive à un moment où l'IA commence à rechercher le développement de l'IA en elle-même. Et du coup, c'est genre une boucle infinie d'amélioration qui serait du coup récursive pour arriver à des résultats que nous-mêmes on ne comprendrait pas en fait. Et bah, du coup, Anthropic, ils ont assez peur de ça. Et ils ont fait tout un article expliquant qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce que c'est important et tout ça. Euh, Globalement, ils disent qu'ils sont capables maintenant de faire le développement d'un modèle 8 fois plus rapidement qu'avant grâce aux modèles d'IA qu'ils utilisent. Et pour être plus précis, les modèles qu'ils utilisent en interne, c'est pas les modernes consumer que nous on a. Enfin, ça fait depuis février environ qu'ils utilisent Mythos, supposément. Euh, et du coup, ils disent. euh, Enfin, ils expliquent un peu le processus et l'évolution que l'utilisation de l'IA a pris dans le développement et aussi dans le développement de recherche des modèles. Donc d'abord, il y avait une personne qui utilisait un ordinateur pour développer Claude. Ensuite, quand Claude est devenu assez bon, ou n'importe quel chatbot, la personne parlait à l'ordinateur qui parlait à Claude pour développer Claude. Et ensuite, il y a eu l'agent qui est arrivé du coup pour automatiser tout ça, comme ça la personne n'a pas besoin de parler à chaque fois. Ensuite, l'agent, il s'est mis à lancer plus d'agents, donc qu'on appelle des workers. Et là, le but, du coup, c'est de fermer la boucle pour que, au lieu qu'il y ait la personne au début pour lancer tout ce processus de développement, en fait, ce soit l'IA qui lance tous ces agents. Et du coup, ça, c'est tout le principe de développement récursif des modèles. Et là, bah, ils disent qu'ils y sont pas très loin. Cependant, ils, euh, ils disent que c'est pas nécessairement obligé que ça soit. Ils disent que c'est pas nécessairement le futur de l'IA, mais qu'il y a très certainement un monde où ça pourrait arriver que les modèles s'auto-développent et s'auto-améliorent dans le futur, mais qu'actuellement ce n'est qu'une possibilité. Il y a pas mal de quotes aussi dans cet article qui sont intéressants du coup d'employés à Anthropic qui disent, bah, par exemple celui-ci, j'ai commencé à automatiser mes tâches avec Claude il y a un an. C'était vraiment une aventure incroyable et maintenant ça fait environ 5 mois que je n'ai pas écrit une ligne de code moi-même. D'autres d'autres quotes qui disent le code qui a été écrit par Claude il y a en 2025 était moins bon qu'un code écrit par humain, mais que maintenant c'est environ équivalent, et que d'ici la fin de l'année, ils attendent que ce soit strictement meilleur, de meilleure qualité. Donc je trouve que c'est assez drôle. Il y en a aussi un que je voulais lire, c'était celui-ci. Euh, C'était un rechercheur qui avait donné une tâche à Claude et qui avait dit que si un junior engineer avait fait la même chose dans le même temps, il aurait été assez impressionné. Enfin bref, tout ça du coup c'est dans l'optique d'automatiser du travail avec IA. Ils disent aussi un truc qui est assez intéressant. C'est un peu un parallèle à la Moore's Law dont j'ai pu parler dans le dernier épisode concernant les transistors. En fait, c'est un peu le même principe qui dit que tous les 7 mois de base, euh, un modèle d'IA est capable de doubler les tâches qu'il peut faire et qu'il peut compléter de manière autonome. Ça, c'est resté plus ou moins vrai, mais maintenant, en fait, ça commence.
non seulement, enfin, ça va pas ralentir en réalité, ça tend même à s'accélérer. Et ils observent que, en fait, ça fait plus tous les 4 mois que du coup, les capacités des modèles doublent en termes de tâches qu'ils peuvent euh, exécuter de manière successful, de manière autonome. Après, il y a quand même il y a quand même, il y a quand même quelque chose à noter là-dedans, c'est que ces résultats, ils viennent de ce benchmark-là, et on note qu'en fait, c'est pas un taux de réussite à 100% qu'ils notent, c'est un taux de réussite à 50%. Ça veut dire que 50% de ces runs ont quand même fail, et il y en a que 50% du coup qui ont réussi. Maintenant, si du coup on regarde par exemple quelque chose qui est bien plus élevé, tel que 80% de réussite sur du coup ces fameuses tâches, ça se réduit largement, et la durée du coup, en fait ça se mesure en durée, se réduit largement. Donc voilà. Maintenant, là où ça devient vraiment très intéressant, c'est quand il parle d'une pause de développement d'IA. Et là ça devient ça devient assez confus, parce que pourquoi est-ce que Anthropic voudrait poser le développement des modèles? Et du coup, ils disent dans cet article que en fait, ça devient, en fait, ils ont trop peur, ça devient trop dangereux, et en fait, ils préféreraient poser le développement des modèles pour laisser le temps à la société de construire des structures adaptées pour l'alignement des modèles, et de faire ça en collaboration du coup avec les autres laboratoires de recherche tels que OpenAI, XAI, DeepSeek. Ils veulent aussi faire ça avec les Chinois du coup. Bon, l'Europe, ils sont pas trop inquiets de ce que j'ai compris. Mistral, il peut continuer. Euh, mais voilà, le but du coup d'après Anthropic, ce serait de poser le développement de tous les laboratoires pour préparer l'arrivée des modèles plus intelligents. Alors là, ça rentre dans un contexte un peu plus large du coup, parce que je sais pas si vous savez, mais Anthropic en fin d'année va être public, et du coup ils ont fait un peu leur estimation pour leur IPO, et ils ont été évalués à 1 trilliard de dollars de valeur pour le marché. Et ça, du coup c'est les nombres les plus récents, ça c'est un nombre qui est plus grand que la dernière évaluation de OpenAI qui était à environ 850 milliards. Là, on parle de nombres qui sont vraiment déjà énormes, c'est pas de la rigolade, hein, c'est vraiment des figures qui sont incroyables, et ça va totalement changer la forme du marché actuel. Mais du coup, Anthropic est actuellement en train de dépasser OpenAI, et là ils disent non les gars, faut vraiment arrêter le développement, là ça part vraiment trop loin. Moi je dis on en reste là. En fait ça me fait vraiment penser genre à un match de foot où il y a une équipe qui a marqué un point et ils disent non pause, en fait on peut arrêter là, on a déjà mis un point, c'est fini. Alors, on peut arrêter parce qu'on est en avance, c'est bon. Mais du coup c'est voilà, je trouve ça un peu rigolo. Je pense pas qu'en réalité ils aient vraiment envie particulièrement d'arrêter le développement des modèles, je pense que c'est vraiment purement d'un point de vue stratégique. Mais après, ça n'en tient qu'à mon opinion. Aussi, un petit peu side note en rapport avec ce que j'avais dit le dernier POC Talk, il y a SpaceX AI qui a été évalué à 1,7 trilliard, donc 70% de plus que Anthropic. Alors là, c'est vraiment une grande surprise, parce que bah, Grok est largement moins utilisé. Après, du coup, ça contient pas que XAI, il y a aussi SpaceX qui est du coup l'entreprise de fusée de Elon Musk. Du coup, il n'y a pas que ça dans le marché, enfin dans l'évaluation. Mais c'est quand même une bonne partie de la chose. Et bah, du coup, c'est quand même une grosse surprise, mais je pense que ça se retrace à un tweet d'Elon Musk en septembre de l'année dernière, qui dit bah, globalement son plan dans le futur. Je pense que c'était assez sarcastique, mais je pense qu'il l'a aussi pris de manière assez littérale, parce que enfin, genre, ça se prouve globalement avec les news actuelles dont je vais pouvoir euh, expliquer un peu tout à l'heure. L'étape numéro 1, c'était d'acheter une quantité incroyable de GPU. L'étape numéro 2, bon, on sait pas trop, ça apparemment c'est le développement où juste tu fais rien du tout et tu attends. Et l'étape 3, c'est juste du profit, parce que du coup personne d'autre aura acheté de GPU et tout le monde voudra des GPU et du coup il faudra les racheter. Enfin voilà.
Du coup, ça rentre dans le contexte du deal qui s'est passé, du coup, il y a environ 2 semaines entre Anthropic et SpaceX AI, dont j'ai pu parler au dernier POC Talk, avec pas mal de conflits entre les deux entreprises historiquement. Et ben en fait, cette semaine, non, cette semaine-là, ils ont fait un autre deal avec Google pour que du coup Google achète 920 millions de compute à SpaceX AI par mois. Donc ça s'ajoute encore aux 1 milliard que paye Anthropic. Donc là, c'est encore une fois un autre deal qui se passe au même moment pour la même chose. Donc c'est c'est assez intéressant que SpaceX est en train actuellement de donner la compute à tous ses compétiteurs. Je pense que c'est un peu leur seul moyen de rester profitable, surtout que bah, du coup leur modèle avance moins vite que c'était prévu et qu'ils sont moins utilisés que la compétition et que par contre ils ont la blinde de chips pour les développer, sauf que bah, du coup il n'y a personne. Mais du coup ils le vendent à la place et ils font de gros profits parce que du coup c'est de la compute qui est allouée sur l'un de leurs data centers Colossus 1. Et ce data center, il a coûté environ 7 milliards à être construit. Et là, ils ont déjà 2 contrats qui ramènent 2 milliards par mois. Donc, c'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, ils seront déjà presque rentabilisés. Au bout de 4 mois, ils seront rentabilisés. Donc, le data center est en train de se payer lui-même. Euh, du coup, voilà. Fin de l'interlude. Maintenant, la prochaine étape d'un point de vue chronologique, c'est du coup la fameuse release de Fable 5 qui a eu lieu il y a 2 jours. Vous avez probablement entendu parler de cette dernière. Alors Fable, du coup TLDR, ils ont sorti 2 modèles. En réalité, il n'y en a que un que nous, on peut utiliser de manière grand marché. C'est du coup Fable 5, qui est un mode qui en fait c'est Mythos, c'est le modèle promis dont on nous avait annoncé il y a un mois. Sauf qu'il y a des guardrails du coup qui restreint l'utilisation du modèle pour certaines choses, notamment tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est biologie et tout ce qui euh, est distillation, donc c'est-à-dire euh, l'utilisation du modèle pour le recréer lui-même, donc extraire les données de training du modèle, tout ça c'est restreint. Donc globalement en termes de benchmark ça ressemble énormément à ce qu'on avait déjà vu avec Mythos précédemment parce que bah, c'est le même modèle, mais du coup il y a quand même une astérix très précise et très importante à noter, c'est que ici c'est pas Fable 5 du coup le modèle qu'on peut utiliser nous qui a été noté, c'est Mythos 5 et Fable 5. Pourquoi? Parce qu'en réalité s'il noterait que Fable 5, il y aurait environ 20% voire plus des tâches, ça dépend du framework de test, qu'il ne pourrait simplement pas passer. Du coup, en fait, il y aurait juste des moins bons scores de manière globale sur bah, les modèles précédents. Du coup, si vous voyez des benchmarks passer de manière un peu random à des endroits qui disent que bah, en fait Mythos il a un moins bon score qu'un tel modèle, c'est probablement à cause de ça. En fait, il a juste pas pu répondre parce que du coup, il a été restreint par ses guardrails. Euh, mais du coup, enfin là, il monte pas mal de benchmarks. Je suis pas vraiment un grand fan de parler de benchmark pour l'efficacité des modèles, même si bon, certes, c'est important. Là où par contre, moi, je vais en parler un peu plus. euh, je- Petit fun fact d'ailleurs, ils avaient réussi à faire en sorte que Fable 5 batte Pokémon au rouge, et aussi ils avaient fait une petite simulation du système solaire. Et globalement, le modèle il est assez bon en tout ce qui est visualisation spatiale, pardon. Donc c'est assez sympathique. Maintenant, là où ça devient intéressant, bon là je vous ai mis un petit screenshot du coup de mon utilisation cloud personnelle. Si on regarde les prix et comparer des modèles qui ont été utilisés, je vais prendre 2 cas par exemple. On peut voir que le 8 juin, j'avais utilisé Opus 4.8 à hauteur de 58 millions de tokens pour un total de 48 dollars. Ok. Et donc la sortie de Fable est arrivée. Donc là nous sommes le 10 juin. Euh, j'ai utilisé environ 18 millions du coup de tokens Fable pour une hauteur de 28 dollars. Là, vous allez me dire, si on extrapole les tokens comparé au prix, ça fait une augmentation d'environ x2, c'est beaucoup plus cher. Est-ce que c'est rentable? Et en fait, de mon point de vue, je pense que Fable est même pas beaucoup plus cher que Mythos dans l'état actuel,
Parce qu'en fait, il va utiliser de un moins de tokens, parce qu'il va arriver à la solution plus vite. Et en fait, il va comprendre, de mon expérience, il va arriver à comprendre plus vite ce que tu lui demandes et déterminer pourquoi est-ce que tu lui poses la question plutôt que juste résoudre le truc mot pour mot en face de lui. Et du coup, en termes de prix, je trouve ça assez équivalent. Bon, après, ça dépend totalement de ce que vous faites, hein. Si vous faites des tâches qui sont vraiment extensives en termes de tokens et il n'y a pas vraiment besoin d'un modèle très intelligent pour le faire, bah, c'est pas rentable. Mais globalement, j'estime que entre ces deux utilisations, j'ai fait le même travail. Mais pour le coup, le modèle le plus cher m'a coûté moins cher. Donc, je trouve ça assez intéressant à noter. Euh, Ouais, voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je pense que j'ai fait un petit rundown des news anthropiques et de tout ce qui est un peu intéressant. Est-ce que toi Milo, je sais que tu m'avais parlé un peu des guardrails parce que moi, personnellement, je les ai pas touchés. J'ai pas encore eu de limite qui me dit bah tu peux pas utiliser Fable pour cette tâche-là. Mais toi, j'ai entendu que du coup tu avais eu cette limite. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Déjà, il s'est passé plein de trucs pendant tes, pendant tes articles parce que Discord faisait que bugger. Et à un moment, tout le monde a été enlevé du call et puis tout le monde est revenu et puis ça a marché magiquement. Voilà, j'espère que là maintenant tout le monde nous entend bien et tout le monde nous voit bien. Normalement, il n'y a plus aucun problème. Du coup, j'ai pas forcément hyper suivi. Et en effet, beaucoup de choses à dire. Ouais, comme tu as dit, du coup, moi je travaille à Darwin Data. Et bah, dans notre codebase, on a du mal à utiliser Fable parce qu'il nous flag en tant que créateur de virus. Alors que pas du tout, on fait de l'écologie, bref, plein de choses, mais tout ce qui n'est pas en rapport avec la création de virus. Euh, donc, euh, donc c'est assez étonnant. Et puis en effet, tout le monde dit, moi personnellement, je peux pas l'essayer parce que j'ai pas d'abonnement Claude. Mais tout le monde dit que ça crame énormément de tokens et que c'est pas si choquant que ça. C'est-à-dire que oui, tout le monde nous dit Claude Mythos 5, il réussit à sortir de sa boîte, à aller contacter son développeur, je sais pas quoi. Bon, moi, j'y crois encore une fois pas trop. Et je pense rejoindre la team dubitatif qui disait que toute cette phase de pré-test de Claude Mythos c'était en fait que des, du commerce et genre purement mensonger pour en effet faire venir un peu plus d'investisseurs et de gens pour donner de l'argent pour leur entrer en bourse. Voilà, je pense que c'était globalement ça, parce que là, bah, en fait, c'est un modèle qui est très fort. Si on regarde les benchmarks, bah, il est un peu premier partout, mais c'est pas non plus, enfin, c'est à de quelques petits points dans le benchmark. C'est pas non plus, il explose pas tous les modèles, quoi. Et puis surtout, bah, son coût au token est, je pense, beaucoup trop énorme pour que ce soit aussi utile que des 4.8. Je pense que ça s'équilibre en fait le niveau d'intelligence entre guillemets par rapport au prix au token. Euh, ok, genre 4.8 est un peu moins efficace, mais par contre il coûte beaucoup moins cher, donc au final ça revient au même. Euh, voilà, c'est mon avis. Je suis d'accord d'un point de vue purement mathématique, mais ça, en fait, ça colle pas vraiment avec mon expérience avec le modèle. Je sais pas comment. Bah, du coup, je l'ai expliqué, mais en fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Donc, globalement, c'est vraiment très subjectif. Mais personnellement, il m'a coûté moins cher sur une tâche similaire, tout simplement parce qu'il est arrivé à la réponse plus vite, en fait. Donc, je sais pas. Pour moi, je trouve qu'il a une utilisation qui est assez niche et vraiment très précise. Mais du coup, faut bien être sûr de ce que tu fais en avance. Tu peux pas lui donner une question très vague et t'attendre que Ouais. ce soit rentable, quoi. Donc, Bah, moi en tout cas, je dis toujours 4.6 quand je travaille à Darwin. Et pour le coup, je me suis jamais dit, oh, là le problème, j'arrive pas à le résoudre, il me faudrait vraiment Claude Mythos, tu vois. C'est-à-dire que je prompte assez bien pour que ça règle les bugs. Et que voilà, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais utilisé je sais pas combien de tokens pour régler un truc, etc. Ça règle toujours bien. Donc je vois pas où je me dis, vas-y, il me faut un modèle un quart de fois plus puissant parce que voilà, j'en ai vraiment besoin, j'arrive vraiment pas à régler ça, quoi.
Ouais. Genre là, je paye pas d'abonnement et Claude Mythos va pas me faire acheter un abonnement à Claude. Voilà. Ouais, aussi en plan, j'ai oublié de le mentionner, mais du coup le modèle est disponible sur les plans Pro, Max et Entreprise jusqu'au 22 juin, après quoi il sera plus disponible, enfin il sera disponible mais il faudra payer par API, il sera plus compris dans les plans. Du coup, bah préparez. Donc là, je sais pas si ça va. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'utilisateurs après ça, hein, parce que payer un abonnement et en plus payer une API. En fait, je me souviens d'une période où c'était le même cas avec Opus, quand on pensait que, enfin, quand on se disait tous que Opus était vraiment trop cher et que personne l'utilisait, ils utilisaient tous Sonnet. En fait, ça me fait penser un petit peu à ça, mais du coup, éventuellement, ce qui s'est passé, c'est que bah, tout le monde s'est mis à utiliser Opus et personne, enfin, moins de gens utilisaient Sonnet et c'est devenu un peu la norme. Et je ne sais pas s'il va se passer la même chose. En vrai, c'est une bonne question. Peut-être que d'ici quelques Peut-être que d'ici quelques mois, ne serait-ce que, en fait, on va encore avoir ce même cycle, et du coup, le plus utilisé, ce sera Fable. En fait, ça dépend de à quel point les... En fait, ça dépend à quel point les prix vont évoluer et à quel point l'intelligence des modèles va évoluer. Enfin, très classique hein, ce que je viens de dire, mais voilà. En vrai, j'aimerais bien que les gens acceptent l'offre d'Anthropic et qu'on puisse se calmer. Même pas pour en mode, ouais, l'IA, au bout d'un moment, elle va suffire à elle-même, mais juste parce qu'on en a marre, quoi. On en a marre de cette guerre. On en a marre de tout ça. Faut juste garder les modèles existants. De toute façon, personne va arriver aux limites de ces modèles. Juste améliorer votre compute et puis voilà. Voilà. Ouais. Bah écoutez, je vais passer à mon deuxième sujet. Milo, pendant que je présente ça, est-ce que tu peux regarder pour ton micro? J'ai l'impression de t'entendre en double, je pense que c'est ta caméra. Je peux voir ça. Du coup, laissez-moi remettre mon écran. Là, je vais parler. Bon, ça va être un petit sujet, je veux juste le mentionner parce que c'est un peu drôle. Il s'est passé un truc chez Meta ces 2 dernières semaines qui est. En fait, ils ont mis en place un chatbot sur leur support pour du coup gérer les connexions au compte. Et bah, ils avaient totalement fait de la merde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des hackers, entre très très gros guillemets, parce qu'il n'y a aucune compétence de hacking qui était nécessaire pour ça, qui était capable du coup de changer l'email et le mot de passe de personnes avec de l'influence du coup, tels que le compte Obama de la Maison Blanche et d'autres comptes tels que des officiels de l'armée, surtout pour le programme Space Force. Et de manière générale, il y a eu environ 20 000 comptes qui ont du coup été hackés et volés de par ce système de AI support bot. Alors là, vraiment, là, il va falloir m'expliquer quelque chose parce que à quel moment est-ce qu'il y a eu un meeting à Meta entre des exécutifs et des développeurs et est-ce qu'ils se sont dit ouais, alors j'ai vraiment une idée super, faudrait qu'on fasse un chatbot et qu'on lui donne un outil MCP pour changer le mot de passe des utilisateurs. En fait, c'est genre, ça paraît tellement obvious que ça va mal se passer à un moment ou un autre. Je comprends même pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée parce que depuis le début de l'essor de l'IA, il y a eu ce consensus comme quoi que la prompt ingestion c'était vraiment un vrai problème et qu'on pouvait faire en sorte que un utilisateur influe le comportement d'un modèle juste en donnant du contexte contradictoire, quoi. Et donc là, on est en train de supprimer des années de recherche en cryptographie pour s'assurer que des actions de ce genre-là soient sécurisées et que tous les algorithmes de double authentification et tout ça soient bien mis en place. Et en fait, non, on va tout remplacer par GPT 3.5. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une dinguerie. Parce que globalement, ce qui s'est passé, c'est que les hackers, ils avaient juste besoin de se mettre, d'activer un VPN avec une location qui était relativement proche à là où l'utilisateur se connecte d'habitude pour pas trigger la protection automatique de Meta. Et ensuite, tu ouvrais juste le chatbot de support et tu lui disais oui, est-ce que tu peux changer l'email à celui-ci et m'envoyer un mail de confirmation. Et du coup, ensuite, il t'envoyait un mail et tu changeais juste le mot de passe comme ça, de cette manière. Il y a même une petite vidéo d'illustration. Terrible.
Excusez-moi, c'était beaucoup trop fort de mon côté. Du coup, voilà, enfin, il y a des démos en live. Non mais alors là, enfin, déjà il y a un problème fondamental. C'est pourquoi est-ce qu'on a décidé que c'était une bonne idée de mettre de l'IA là-dedans. De un. Euh, de deux. Il faut vraiment que ça dégage. Genre, s'il y a bien un endroit où je ne veux pas voir d'IA, c'est dans l'authentification. Genre, ça n'a aucune place là-dedans. Ça ne doit pas y être. C'est juste non en fait. Maintenant, bah du coup, ça c'est la manière la plus simple de régler ce problème, c'est juste pas d'IA dans l'authentification, mais aussi ça concernait que les comptes qui n'avaient pas de double authentification, parce que du coup, n'importe quelle forme de double authentification, même les formes les moins avancées du genre vérification par SMS, ça aurait évité ce genre de faille de sécurité, enfin, faille de sécurité, enfin c'est vraiment une dinguerie, ce genre de perte de compte. Mais du coup, voilà, c'est des friendly reminder d'activer l'authentification double facteur sur vos comptes parce que Meta est en train actuellement d'implémenter l'IA de partout. Mais du coup, ça me fait penser un peu au parallèle avec Microsoft qui aussi essaye de faire ça. Enfin, non, ils essayent pas de mettre des chatbots dans l'authentification, mais encore, je sais pas. J'ai pas vérifié. Mais c'est ce principe d'intégrer l'IA dans absolument tout et n'importe quoi pour aucune raison, juste parce que ça amène du buzz en fait. Et même si en fait ils ont pas envie, genre juste du forcing à mort avec Copilot et du coup ce que Meta ils font aussi actuellement. Du coup voilà, je pensais que c'était assez intéressant de le mentionner quand même parce que c'était assez drôle. Et voilà, je vais expliquer pourquoi est-ce que 20 000 comptes Instagram ont été compromis d'ici ces 2 dernières semaines. Milo, est-ce que tu as un C'est exemple? vrai que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un peu les mecs qui me veulent mettre des chatbots partout. J'avais quelqu'un dans mon entreprise qui m'a dit que lui il utilisait Google Photos. Et avant, voilà, tu pouvais rechercher tes photos normales, et maintenant tu es obligé de passer par un agent conversationnel pour chercher tes photos. What? Et genre, j'ai l'impression que ouais, il y a un essor de mettre des chatbots pour tout et rien. Euh, juste, je laisser les gens écrire des textes et puis voilà quoi. Ouais. Mais en effet, le truc comment ça s'appelle? Avec Meta, enfin, c'est assez impressionnant parce que sur le screen, enfin sur la vidéo que t'as envoyée, le mec il a vraiment dit genre, peux-tu m'envoyer le mail pour changer mon mot de passe à cette adresse mail? Et Liel s'est dit, ah oui, pas de souci, j'envoie ça. Genre, il n'y a pas un mec qui s'est dit, vas-y, il doit y avoir une cross-vérification entre l'adresse mail avec laquelle tu t'es inscrit et l'adresse mail que le mec envoie, genre. C'est Donc, vraiment encore quelque abusé. chose de vibe codé et encore quelque chose qui mène à un problème. Je ne veux pas croire que c'est un humain qui est derrière ça. Je ne veux pas y croire. Je refuse, franchement, je. Non, mais je vois. En fait, je n'arrive pas à imaginer, genre, le rendez-vous qui a dû se passer, genre, à un stand-up. Ils se sont dit, putain, les gars, et si on faisait un chatbot pour se connecter, genre. Je comprends. Ouais, c'est encore une fois l'essor de l'IA un peu partout et des gens qui en envoient à toutes les sauces. Ça se demandait. Ça se demandait où est-ce qu'on va aller. Bientôt, on n'aura que des prompts et puis sur des sites et puis voilà. Ouais. Bon, du coup, je vais te laisser passer à tes sujets. Yes. Alors, donc beaucoup de bugs de Discord etc. qui se sont passés au début, mais mes sujets sont quand même là. Alors, comme j'ai dit avant-hier, il y a eu la conférence d'Apple en direct de Cupertino et cette fois-ci, c'était du coup la conférence pour annoncer la nouvelle version d'iOS. Euh, on voit plus mon écran, Laurent. C'est bon. La nouvelle version d'iOS. Euh, donc voilà, iOS 27. Je crois qu'ils ont décidé de faire un peu comme les téléphones et de passer directement aux années de sortie. Donc iOS 26, iOS 27, etc. Euh, et du coup, voilà. Bon, il y a eu plusieurs choses qui ont été annoncées. L'équalizer de son dans les AirPods, la possibilité de changer l'effet liquid glass. Bref, d'autres choses, mais surtout ce qui est au centre, c'est, comme on peut le voir sur l'image que j'ai montrée, c'est Apple Intelligence. Donc cette fois-ci, c'est pas Apple Intelligence à proprement parler, c'est quelque chose qui dérive de ça. C'est Siri AI. Siri AI pour Siri plus Apple Intelligence. Ne vous faites pas avoir avec quelconque ressemblance avec un autre mot. Donc voilà, on a parlé dans les différents PokTalk que vous pouvez remonter un peu. On a parlé notamment des différentes collaborations qu'Apple a fait pour ses IA, et notamment la collaboration avec Gemini.
Donc on peut croire que voilà, c'est via cette collaboration que Siri AI va voir le jour. Alors, pour résumer un peu, Siri va être améliorée. Donc voilà, les trois grandes étapes de, entre guillemets, l'IA de chez Apple, c'est déjà la sortie de Siri. À l'époque, c'était lunaire, hein, mais moi, personnellement, la première fois que j'ai eu un iPhone en main, j'ai appelé Siri pour lui demander un truc et il a jamais su me répondre. Encore aujourd'hui, donc franchement, je sais pas qui utilise encore Siri concrètement, à part pour mettre des minuteurs et des réveils. Euh, voilà, donc c'était quelque chose de pas vraiment intelligent, ça pouvait plus s'apparenter à du pattern matching, on va dire, que vraiment une intelligence. Ensuite, il y a eu Apple Intelligence qui nous ont dit non mais vous inquiétez pas, on va remédier à ça, on va mettre de l'IA dedans. Et c'est quand même un flop. Il y a eu notamment des procès qui ont été faits pour publication mensongère, publicité mensongère, pardon. Et aujourd'hui, ils font les gars, vous inquiétez pas, on refait complètement Siri avec Siri AI. En plus, l'année dernière, elle disait non mais Siri, il y aura pas besoin, il y aura pas besoin d'avoir une app faite avec elle, intégrée avec elle, et du coup, en fait, si, maintenant il y a une app Siri qui va remettre toutes vos conversations, etc. Mais du coup, voilà, Siri va devenir intelligent, va avoir plus de connaissances, et va avoir un contexte assez global. Déjà un contexte avec les conversations passées, mais aussi un contexte avec l'entièreté de ton téléphone. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux dire, voilà, trouve-moi le restaurant que je sais pas, mon père m'avait conseillé la dernière fois à Lyon. En fait, le mec il va remonter dans ta conversation et il va te ressortir l'adresse de ce restaurant. Ok, cool. Encore une fois, là je vais parler de que des trucs cool, mais il va falloir voir après ce que ça donne ce que ça donne ce que ça donne en pratique. Voilà, il y a le Whitelist Siri. Donc, sachant que ça, je comprends pas le truc parce que c'est censé être déjà mis avec Apple Intelligence. Donc pour moi, c'est un peu des, des aveux de faiblesse. Pareil pour maintenant l'autocomplétion et le correcteur. Maintenant, ça va vraiment prendre en compte un contexte entier et pas juste vas-y, t'as écrit ce mot mal. Voilà, donc normalement, techniquement, il n'y aura plus de problème d'autocorrection bizarre sur ton clavier. Maintenant, ça va prendre vraiment toute la conversation. Et si le mot a rien à voir, bah, on va pas le donner. Bref. Et surtout, la plus grande amélioration, c'est de un maintenant Siri qui s'incruste, qui va être mis nativement dans l'application appareil photo. Du coup, c'est-à-dire que, un peu à la manière des Meta Glasses, vous allez pouvoir prendre quelque chose en photo et dire, ok Siri, c'est quoi? Donc ça existait déjà, c'était le mode interroger sur Apple Intelligence. Mais aussi, voilà, comme ici, trouver c'est quoi le plat et trouver tout ce qui est valeur nutritive, calories, etc. Je sais que s'il y a des gens qui font un peu de muscu ou même qui font attention à ce qu'ils mangent, ça peut être super utile. C'est qu'il y en avait déjà qui faisaient ça avec ChatGPT. Mais voilà, tu peux prendre en photo ton plat et dire dis-moi les calories de chaque aliment, etc. Pareil, il y a eu des exemples qui ont été montrés avec des tickets de caisse. Des tickets de caisse qui faisaient des checklists de est-ce que tu as bien remboursé ça, est-ce qu'il y a besoin de payer ça, bref. Euh, voilà, vraiment quelque chose d'intelligent dans ces photos qui peuvent réagir en fonction de ce que c'est. Donc encore une fois, à voir si c'est pas seulement que du pattern matching et si c'est vraiment quelque chose d'intelligent. Mais maintenant, voilà, comme j'ai dit, il va avoir un contexte sur l'entièreté de ton téléphone et tes anciennes conversations, mais aussi avoir un contexte pardon, avec ce que tu vois. Donc c'est-à-dire qu'avant, moi personnellement, quand j'avais une question sur ce que je voyais sur mon téléphone, je screenais et puis j'envoyais à Apple Intelligence, je disais qu'est-ce que c'est. Et du coup, ça envoie une requête à ChatGPT, alors que maintenant, normalement, c'est censé être une IA made in Apple. Made in Apple. Et du coup, voilà, maintenant, ça voit aussi l'écran en face de soi. Je peux dire qu'est-ce que je vois, explique-moi ce que je vois. Voilà, je sais pas s'il y aura comment dire, des interventions aussi possibles, peut-être. Je trouve qu'ils ont parlé d'une version un peu plus powerful pour tout ce qui est gamme d'iPhone 17 et 16 Pro, je crois. Euh, donc voilà. Pareil, au niveau de l'application photo, une intégration de Siri AI qui permettra de faire du spatial reframing, comme ils appellent. Donc en gros, c'est-à-dire, imagine, tu prends photo un truc, le mec il regarde ailleurs, bah, en fait tu peux tourner le cadre et en mode tourner là où a été prise la photo pour que ça fasse d'en face. Donc à voir ce que ça donne, encore une fois en pratique. Moi je suis un peu dubitatif de tout ça. L'extend pour pouvoir étendre l'image et générer un peu tout ce qu'il y a autour de l'image.
et une version améliorée de ce qu'on a déjà avec la petite gomme là, pour pouvoir gommer des trucs. Alors, des fois ça marchait bien, franchement. Franchement, j'étais dubitatif avant de pouvoir tester Apple Intelligence. Pareil. Mais franchement, quand il y a des fonds unis ou des trucs assez simples, un background assez simple, ça marche pas mal. Mais après, dès que le background est un peu plus compliqué, c'est un peu plus chaud. Du coup, voilà, ça c'est globalement toutes les nouvelles améliorations de Siri AI. Mais bien sûr, vous savez, il y a toujours quelque chose qui vient avec ça. Siri AI ne sera pas disponible en Europe sur iOS au lancement et jusqu'à nouvel ordre, on va dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un peu des insights avec du coup la DMA qui est le Digital Markets Act et la Commission européenne qui est basée à Bruxelles. Donc voilà, il s'avère que le 8 juin, donc au moment de leur convention, ils ont aussi mis un communiqué qui parlait à la Commission européenne en mode ouais, c'est n'importe quoi. Euh. Donc en fait, d'où ça part? C'est en fait dans les lois de fair market, on va dire, pour que le marché soit équitable. En fait, ils veulent que d'autres personnes tierces que leur AI peuvent utiliser leur système. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais qu'en mode eux, s'ils utilisent Siri AI, bah, ce serait bien que s'il y a des gens qui veulent, ils peuvent mettre Gemini, ils peuvent mettre ChatGPT, voilà, et ce serait quelque chose d'obligatoire. Donc voilà, Bruxelles estime qu'Apple devrait permettre à tout assistant virtuel tiers d'accéder aux mêmes fonctionnalités système que Siri AI. Donc là, Apple, ils ont fait un communiqué, ils ont dit non mais c'est n'importe quoi, ça créerait des dangers, n'importe qui pourrait avoir. Bah du coup, vu qu'ils ont accès à tout ton téléphone, bah en effet, ça pourrait créer des dangers. Voilà, un assistant tiers, il pourrait lire, envoyer des messages, effectuer des achats, accéder à des fichiers, agir dans n'importe quelle app. Et par exemple, si c'est quelqu'un de un peu méfiant avec un iPhone, on peut dire que voilà, si jamais le mec il connecte ça avec un agent chinois, on peut dire voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Je n'accuse personne, je ne vise personne, mais voilà, on sait jamais. Du coup, ils ont proposé une solution technique appelée Trust System Agent. En gros, ça permettra d'avoir les mêmes capacités, mais avec des protections de sécurité made by Apple. Et en fait, on va dire hier, euh, il y a une réponse de la Commission européenne qui a dit la décision de ne pas déployer Siri AI dans l'Union européenne est de l'entière responsabilité d'Apple. Voilà. C'est-à-dire qu'ils disent que Apple n'aurait pas été empêché de lancer Siri AI, mais aurait tout simplement été incapable de développer une solution d'interprétabilité compatible avec les règles européennes et aurait demandé à être exempté d'appliquer les applications du DMA. Sauf que bah voilà, l'Europe, voilà, la loi européenne n'est pas négociable, donc il n'y a pas de passe-droit. Donc malheureusement, Apple vont devoir cook avec ça et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça veut dire que l'Europe, non, on sera encore, comment dire, euh, comment dire, bref, mis un peu de côté avec une version un peu moins bien de cette IA. On n'a pas encore le mot de la fin, on ne sait pas encore si ça va se passer, on ne sait pas encore. Franchement, il n'y a même pas eu de date annoncée, je crois. Euh, voilà, il y a aussi Google et Meta qui ont critiqué le texte et qui ont récopé des amendes. Voilà, encore une fois, l'Europe, un peu les clowns de l'IA. Euh, mais bon, apparemment, il y aura quand même cette fonctionnalité de meilleure Apple Intelligence. Euh, mais Mais voilà, retouche photo, image playground, nouveaux outils, etc. Mais c'est vraiment genre Siri AI qui sera bloqué. Voilà. Euh, donc c'est encore une fois compliqué auprès de la Commission européenne et Apple. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'on saura un peu plus. Je sais pas quand, mais peut-être qu'un jour on saura un peu plus. Que Laurent, tu veux un peu des trucs à dire? Ah bah je suis franchement déçu là, hein. Je sais pas si je vais arriver à m'y remettre, hein. Moi je m'attendais à enfin avoir un assistant qui était utile et en fait bah non. Mais du coup Bah oui, comme d'habitude, les faux espoirs. ouais, enfin c'est je sais pas, j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part le fait que c'est un peu dommage. Mais en fait j'attends vraiment de voir si du coup comme t'as dit c'est vraiment intelligent les features qu'ils vont proposer ou alors est-ce que c'est que du pattern matching ou genre des trucs qui sont hard-codés quoi de notre point de vue. Mais ouais, en fait, j'ai même un doute. Est-ce que ça va vraiment être est-ce que ça va vraiment être game changer? Parce que globalement, la seule chose que j'utilise Siri actuellement, bah, comme à peu près tout le monde, c'est soit pour set des timers, des alarmes, ou regarder s'il va, enfin, lui demander s'il va pleuvoir aujourd'hui. Enfin, genre,
ça va pas plus loin, quoi. Est-ce que, Ouais. euh, est-ce que ça va vraiment changer ma vie? Je sais pas. Bah, en vrai, non. Moi, en vrai, le truc de correcteur, correcteur, comment dire? Le truc de correcteur avec le contexte, en vrai, ça peut changer ma vie, parce que le nombre de fois où je reprends le correcteur ou qui fait des fautes, etc., ça peut être cool. Le fait de pouvoir se souvenir d'une conversation, ou par exemple, je peux dire où est-ce que j'étais à tel moment, et à partir des photos, des conversations, il peut retrouver. Ça peut être cool. Mais en fait, on a trop le réflexe de prendre notre téléphone et juste de chercher le truc, soit avec ChatGPT, soit avec le navigateur. Genre, je me vois mal. En plus, si j'ai une question, genre, enfin, pouvoir le dire à l'oral, ça veut dire être dans un contexte où, voilà, il n'y a pas de monde, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde autour, soit t'es chez toi, etc. Je me vois mal dans le bus appeler Siri et lui poser une question quand j'ai un truc qui me trotte dans la tête, quoi. Ouais. Et puis, est-ce qu'il sera vraiment capable de faire quelque chose quand tu lui demandes? Ou est-ce qu'il sera vraiment, genre, Keblo aux capacités qu'on lui donne déjà? Genre, En vrai, je pense que pour l'instant, il sera read only. ouais. Ça aurait été vraiment, genre, ouais, c'est vraiment très compliqué de beaucoup de points de vue, surtout d'un point de vue sécurité, mais imagine un open claw sur Siri, quoi. Genre, ça pourrait Ouais, faire tellement plus de choses. Ouais. ça pourrait être très cool. Mais bon. Mais voilà, après, il y a plein d'autres trucs. Il y a une voix Siri plus expressive. Il y a ce sera aussi intégré dans Safari et ça permettrait de grouper automatiquement tes onglets en fonction des topics qu'ils abordent. Pareil, de l'IA dans le gestionnaire de mots de passe. J'aurais pu dire, ok, bah là ton mot de passe il est un peu trop faible. Je te propose celui-là qui est un peu meilleur. Euh, ouais. On peut désactiver cette fonctionnalité Je sais pas, sûrement, sûrement. Ouais, ok, ça marche. Donc moi aussi c'est un peu bizarre quand j'ai vu ça. Donc il y a la bêta qui est déjà sortie. Il y a la bêta qui est déjà sortie de iOS 27 et puis aux États-Unis ils peuvent déjà tester Siri AI, je crois. Donc après, franchement, il faudra se pencher un peu sur les tests, les reviews qui vont être faits là prochainement pour voir si est-ce que c'est du bait ou c'est vraiment des bonnes choses. En tout cas, aux US, en Europe, nous on verra, on attendra et peut-être qu'on aura une version bridée. Voilà. Je vais passer à mon deuxième sujet parce qu'il est déjà 57. Lucas, je te laisse écrire pendant que je vais commencer le prochain sujet. Euh, Je pensais que quand tu étais dans une fuite, tu peux cliquer sur un bouton pour qu'il se connecte au site et modifier le mot de passe automatiquement. Ouais, mais il y a quand même il y a quand même une possibilité de l'IA qui te dit que ton mot de passe n'est pas sécurisé, pardon. Ça se fait, euh, ça se fait déjà, hein. Juste là, ils disent qu'il y aura de l'IA dedans, donc on va voir ce que ça se fait, comment ça fait, mais enfin, les gens ils disent, bah voilà, t'as pas de caractère spécial dans ton mot de passe il est pas sécurisé, ça se fait déjà partout. Mais là, en plus de ça, ils veulent rajouter une couche. Et puis, oui, il y a cette possibilité de détecter des fuites. Mais ça, pareil, ça se fait encore. Ça se fait déjà aujourd'hui. C'est juste cette notion d'IA que je comprends pas en plus. Bref, nouveau sujet. Vous savez, les computes. Enfin, l'IA explose. Les computes aussi, il faut toujours plus de computes. Donc, il y a beaucoup de data centers qui se créent. En parlant de data center, on peut aussi parler de la collaboration XAI Anthropic, qui ont donné accès au data center. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont beaucoup trop d'argent, qui se posent des questions, qui se disent, mais est-ce que le data center dans l'espace, ce serait pas le meilleur truc possible? C'est-à-dire que tu as le froid spatial. euh, Laurent va nous dire, il fait combien de degrés dans l'espace? J'en ai aucune idée. Il doit sûrement avoir cette connaissance. J'ai pas l'info sous la main, gros, mais je peux chercher. Dommage. Dommage. Voilà, il y a le froid spatial qui du coup permettrait de refroidir, refroidir le data center. Voilà, avec des panneaux photovoltaïques, avoir tout le temps l'énergie du soleil parce qu'il n'y a pas de nuit dans l'espace, il n'y a pas de pluie dans l'espace, il n'y a pas problème météorologique dans l'espace. Il y a tout le temps le soleil et tout le temps du froid. Donc ça permettrait de optimiser les choses. Alors là, quand on se dit ça, on se dit mais waouh, mais c'est l'occasion rêvée. Et donc, c'est ce qui se dit beaucoup de personnes. Voilà, ici on voit dans l'espace, une cellule photovoltaïque produirait 8 fois plus d'énergie que sur Terre. Euh, et du coup, en novembre, il y a Google en novembre de. Pardon, parce que je sais pas si le. Ouais, en novembre.
2025, il y a Google qui a présenté Suncatcher. Donc voilà, ça envisageait de constituer une constellation de petits satellites en orbite basse synchronisés avec le Soleil. Toujours dans la surenchère, Elon Musk, bien sûr, il est toujours là dans ces affaires-là. Il envisage pareil avec SpaceX de lancer jusqu'à 1 million de satellites qui fonctionneraient comme pareil, autant de mini data centers en réseau. Et du coup, en réseau héliosynchrone. Et du coup, bah, les engins bénéficieraient d'une illumination solaire constante. Et franchement, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Il y a une entreprise, une start-up qui est nommée StarCloud, qui a été financée par Y Combinator. Donc, voilà, l'un des plus gros comment dire, incubateurs mondial du monde. Et aussi par Nvidia, parce qu'il faisait partie d'une mission faite par Nvidia, qui a été créée par des anciens de SpaceX, d'Airbus et de McKinsey, qui a levé 21 millions de dollars fin 2024. Et donc leur but c'est quoi? Eux c'est voilà, d'envoyer des data centers dans l'espace. Voilà, le 13 mars, ils déposaient auprès de la Commission fédérale des communications une demande pour exploiter jusqu'à 88 000 satellites en orbite basse servant de centre de données orbitaux. Voilà, c'est-à-dire que, petit ordre d'idée, par exemple, si la Constitution elle existait vraiment, ça dépasserait largement les 10 000 satellites de Starlink actuellement en service. Mais voilà, c'est quand même pas des clowns parce que aujourd'hui, il y a un seul satellite qui a été mis en orbite, le StarCloud 1, en novembre dernier à bord de la fusée Falcon 9. Voilà, donc pour l'instant, ce premier satellite, il fait seulement 60 kilos, il fait la taille d'un réfrigérateur. Il est équipé d'un processeur Nvidia H100, qui est du coup voilà, un processeur bien pour l'IA. Voilà, il a permis à StarCloud de réaliser une première mondiale, entraîner un modèle d'IA depuis l'espace. Du coup, c'était NanoGPT. Il faisait aussi tourner Gemma, un modèle open source de Google DeepMind, parce qu'il servait aussi. Je crois qu'ils ont fait un peu une collaboration avec Google pour permettre d'avoir des données, prédire plus précisément les données météorologiques, etc., vu que c'est avec l'espace et que l'IA elle est en l'air. Euh, donc voilà. Et du coup, après cette étape, ils veulent lancer en octobre StarCloud 2. Du coup, c'est le premier satellite commercial qui embarquera un cluster GPU et du coup qui permettrait un stockage permanent pour fournir une puissance de calcul 24 sur 24. Et leur objectif, à terme, c'est de créer un data center orbital de 5 gigawatts. Je sais pas c'est quoi les normes normalement. Mais voilà, donc ça c'est pour StarCloud 3 et 4. Pour construire un immense data center orbital de 5 gigawatts reposant sur des panneaux solaires d'environ 4 km de côté. Euh, voilà, le startup met en avant le blindage des satellites pour lutter contre les radiations spatiales. Bon, on verra ça plus tard, ce que ça demande. Donc voilà, ça c'est la vidéo. Genre, j'ai la vidéo de quand il largue StarCloud 1 depuis la fusée. Voilà, c'est un peu stylé. Et on peut voir actuellement, il est là, où est le satellite. C'est un enfer d'utiliser ça. Voilà, il est actuellement au-dessus de l'Afrique. Voilà, il est toujours, il utilise toujours, il entraîne toujours son modèle d'IA dans l'espace. Et apparemment, ça marche plutôt bien. Euh, et voilà, voici leur site. En gros, ils parlent un peu de la relation qu'il va faire quand ils vont faire un prompt. En gros, ça va aller directement depuis le satellite et puis ça va revenir. Voilà, toutes les personnes, tous les partenaires chip, Y Combinator, Nvidia, 468 Capital. Le reste, je connais pas trop. Voilà les fondateurs. Bref, voilà une startup qui a pas mal de gens, qui a pas mal d'argent. Et du coup, sans rentrer dans le technique, parce qu'en vrai, même moi un peu, même moi je le comprends pas. En gros, chacun satellite est équipé de panneaux solaires pour l'énergie, de radiateurs pour le refroidissement, de processeurs graphiques pour le calcul et désormais de terminaux laser pour les communications. Du coup, en gros, le laser, ils équiperont tous les futurs satellites de la flotte. Euh, et du coup, grâce à ces lasers, en fait, ça permettrait, comme j'ai dit, une meilleure communication. Et ça a déjà été testé par SpaceX, qui utilisait du coup une liaison optique du coup, depuis sa propre constellation, avec le Starlink G10-20. Donc voilà, ça permettait d'atteindre 25 gigabits de débit continu. Il y a des gens qui parlent, qui font du débit. Non, bref, je vais dire n'importe quoi, pardon. Voilà,
voilà, donc depuis StarCloud, il y a eu pas mal de startups qui veulent faire ça. Mais bon, StarCloud, en vrai, c'est les meilleurs. Eux, ils achètent l'existant, ils veulent pas construire, ils achètent globalement tout à Elon Musk parce que ils volent grâce aux fusées SpaceX. Et puis ils se servent de Starlink pour les liaisons laser. Pour les liaisons laser. Voilà, bref, là, après, double dépendance envers SpaceX. Euh, bref, beaucoup de trucs un peu compliqués à comprendre. Ils ont sorti un papier de recherche, je vais vous envoyer le lien. Un papier de recherche sur Why We Should Trade AI in Space. Il y a des gens qui se chauffent pour le lire. En vrai, c'est un peu intéressant, je l'ai un peu survolé vite fait pour voir si c'était vraiment pas du bullshit. Et c'est un peu intéressant en vrai à lire et à comprendre et pour un peu se dire, voilà, c'est quoi le futur quoi. En plus, il est pas très long. Voilà, ils expliquent les calculs, etc., comment faire un rendement. Voilà, c'est très intéressant, franchement. Euh, Donc voilà, truc de StarCloud, c'est soutenu par Nvidia, 88 000 satellites capables de produire 5 gigawatts, en s'appuyant sur les capacités colossales de la fusée Starship, voilà, de SpaceX. Mais il y a quelques problèmes. Voilà, il y a beaucoup d'analystes, on va dire d'analystes spatiales qui ont dit, bah en fait, il va y avoir un problème parce que déjà il y a des radiations spatiales qui dégraderont forcément. Voilà, ça c'est sûr. Les composants électroniques, bon, ils nous parlent de blindage, etc. Qu'apparemment ça va mieux marcher, mais j'ai un doute. Et pareil, bah en fait, la maintenance en orbite, bah c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, il y a un nombre tellement énorme de satellites morts dans l'espace parce que juste, en fait, on peut rien faire. T'es cassé, le satellite est cassé, bah juste bonne chance. Il volera toute sa vie. Voilà, là ils disent très difficile, mais moi j'ai lu sur d'autres sites que c'était juste impossible de faire ça. Et pareil aussi, il y a des débris spatiaux qui posent un risque croissant. Parce qu'aujourd'hui, bah, comme j'ai dit, il y a des satellites en marche, mais aussi des satellites qui sont morts. Et en fait, en ajouter 88 000 en plus, bah, ça fera encore, entre guillemets, des embouteillages spatiaux. Euh, et puis même, voilà, si jamais il y a des problèmes, s'il y en a un qui casse, bah, après, ça peut faire un effet domino sur beaucoup de satellites et mettre en péril pas mal de réseaux sur la Terre. Euh, voilà, mais pour l'instant, la FCC, du coup, elle se montre en faveur de la démarche de StarCloud et elle vient d'accepter sa demande pour l'examiner. Voilà. Et du coup, comme j'ai dit aussi, il y a aussi SpaceX qui veut s'y mettre, qui veulent déployer cette fois-ci 1 million de data centers en orbite terrestre. Euh, voilà, avec une altitude comprise entre 500 et 2000 km. Voilà, donc eux aussi ils veulent s'y mettre. Et moi, je me demande, pour StarCloud, je me demande comment tu te dis, ok, je vais créer une startup spatiale. C'est-à-dire que t'es trois mecs, ok, bon, t'as travaillé à SpaceX, à Airbus, etc. Mais quand tu dis, je vais fonder une entreprise qui envoie des satellites. Enfin, je me dis, enfin, c'est tellement lunaire comme démarche, et même que genre Nvidia et Wave Combinator, ils financent ça. Par exemple, sur le site, je sais plus trop où c'était, mais je sais qu'ils ont mis leur vidéo de soumission à Wave Combinator, donc c'était un peu drôle. Voilà, ils proposent des postes de software engineer si vous voulez. Là, si vous voulez être software engineer et StarCloud, vous pouvez, après, force à vous. Force à vous. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont concourir à ce poste. Mais voilà, bref, très bonne idée. Après avoir ce que ça donne, après c'est toujours un peu compliqué. En fait, encore une fois, on règle pas le problème, on le délocalise. C'est comme les gens qui veulent partir sur Mars pour s'installer. En fait, on va juste délocaliser le problème qu'on a sur la Terre, dans l'espace et sur d'autres planètes. Et ça va être juste un truc compliqué. Donc à voir comment ça va être mené, à voir comment ça va être appliqué. Euh, et puis voilà. Laurent, je sais que Laurent est un peu spécialiste de l'espace. Il aime bien ça. Du coup, à voir lui ce qu'il en pense. Alors, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup, c'est vrai. Alors, je trouve ça vraiment très intéressant, mais je dirais pas que je suis sceptique, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un énorme incentive d'écologie à mettre un data center dans autour de l'orbite de la Terre, parce que bah, du coup, ça délocalise, comme tu l'as dit, les pollutions sur Terre, et la thèse, entre guillemets, c'est bah, si la pollution, elle est pas sur Terre et qu'elle est dans l'atmosphère, bah, c'est mieux, parce que ça fait moins de pollution sur Terre. Ouais, ça nous touche pas, quoi. Voilà. Ça ne nous concernera pas pendant un futur immédiat. Mais du coup,
Quand on met ça en contexte et que là tu viens de me dire, ils ont mis un satellite en orbite en faisant un lancement de fusée, du coup une Falcon 9. Pour tout ça, c'est une carte graphique H100 Nvidia. Là, je me dis, c'est vraiment l'overkill au possible, mais Ouais. c'est vraiment incroyable. Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, un lancement de fusée, c'est l'équivalent de la pollution d'une ville entière pendant un an. Même avec ces histoires de fusées réutilisables, SpaceX, en réalité, ça fait pas une énorme différence parce que le plus grand facteur, c'est pas les débris de la fusée qu'on perd, c'est bah, le carburant qu'on brûle, en fait, littéralement. Du coup, est-ce que c'est rentable toute cette consommation et toute cette pollution sur Terre pour mettre une carte graphique dans l'espace et à quelle scale est-ce qu'on peut s'attendre du coup s'ils veulent vraiment mettre 88 000. Euh, Après, du coup, si on regarde leur plan, t'as mentionné 5 gigawatts. Ouais. Un data center de 5 gigawatts, c'est vraiment très respectable, hein. Actuellement, Colossus 1, du coup, de data center XAI qui est en train d'être loué à Anthropic et à Google pour plusieurs milliards, c'est 2 gigawatts. Donc, c'est x 2,5. Maintenant, c'est Mm. pas non plus la plus grande capacité jamais vue. Il y a enfin, Colossus 2 qui a été fini de construire bah, pour le dernier PocTalk d'ailleurs. C'est 10 gigawatts. Donc, c'est x2. Mais ouais, c'est quand même super intéressant. Moi, je trouve ça fascinant. Euh, bon, il y a tellement de choses à dire. Je pense que je vais, je vais pas faire non plus une dissertation là-dessus. Mais s'il y a une chose que je peux dire aussi, c'est que tu as mentionné que du coup SpaceX voulait s'y intéresser aussi et mettre des data centers en orbite. Euh, et du coup, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils autorisent à StarCloud du coup d'acheter tout ce qui est fusée et d'utiliser le réseau laser pour les communications avec Starlink. Et en fait, là, je pense que c'est plus ou moins stratégique parce que globalement, StarCloud paye SpaceX pour faire un bêta test de ce qu'ils veulent faire. Donc en fait, ils font une POC, mais en même temps, ils sont payés en même temps. Donc ils peuvent observer, voir si ça fonctionne pour de vrai ou si c'est rentable, pour déterminer s'ils veulent vraiment s'y investir. Et en même temps, ils sont payés, et c'est pas eux qui prennent les risques. Donc, certes, ils fournissent pas mal de technologies et ils rendent la chose possible, mais à tout moment, s'ils décident qu'ils veulent vraiment se lancer là-dedans, il n'y a rien qui empêche SpaceX de se dire à StarCloud, bah en fait, tu peux plus voler dans le Falcon 9. Donc, pour moi, c'est tout bénef d'un point de vue SpaceX. Puis là, ce serait bien la sauce parce que aujourd'hui, les fusées non SpaceX qui décollent, il y en a plus beaucoup. Bah, il y a l'Ariane, Voire, il y a Soyouz en Russie, mais frérot, là, les relations, ouais, c'est plus trop ça. ce serait chaud, ouais. En fait, la seule option, c'est l'Ariane 5, mais à part ça, Mm. Mais du coup, voilà, bon, on a déjà bien dépassé, c'est un sujet qui est très intéressant et en vrai, moi, ça fait pas mal de temps que je suis, entre guillemets, le projet, parce que c'est un peu compliqué à suivre, mais que j'entends parler de sa startup et que je vois ce qu'ils font. Du coup, là, je vous invite à lire le papier de recherche starcloud.com/WP, voilà, pour un podcast qui voit pas l'adresse, Euh, et de se faire ce propre avis, et puis on va bien voir après. À voir s'ils font ça éthiquement parlant, environnementalement bien parlant, sachant que c'est d'entreprise américaine, ça m'étonnerait. Euh, à voir ce que ça donne. Sachant que normalement, en novembre de cette année, ils sont censés envoyer StarCloud 2. euh, donc voilà, qui serait pas non plus leur gros satellite de 5 gigawatts, mais qui serait déjà un bon début de dataset. Voilà, ils ont mis une image qui décrit un peu comment ça se passe. Je comprends rien, mais voilà, je peux vous l'envoyer dans le chat pour que là la voyez mieux. Mais voilà, on va suivre ça de très près, on vous dira ça dans les POC Talk, comment ça avance. Je pense on peut passer à la conclusion. ouais, est-ce que je peux te laisser faire la conclusion, Milo? Ouais, je remets juste le petit slide du début. Bah, merci à tous d'avoir écouté ce POC Talk. Voilà, c'était assez chaotique les débuts parce que Discord buguait pas mal. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin quand même, malgré tous ces problèmes. Euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, s'il n'y a pas de problème.
Pour l'édition 17, on se rapproche de plus en plus de l'édition 20. Sachant que voilà, on aimerait bien faire une édition spéciale. On a eu un contact assez pas mal. On espère, avec Laurent, on espère avoir touché quelque chose de pas mal pour faire une bonne édition 20, qui sera peut-être l'une de nos dernières, pardon, franchement, avec Laurent. Ce serait bien de finir sur l'édition 20. Donc voilà, profitez de chaque Pog Talk qui sont faits par nous. Bientôt, ce sera nos remplaçants. Euh, et puis voilà, merci d'avoir écouté. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver partout sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et puis merci à vous tous. Euh, voilà. À la semaine prochaine!